Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. De l'Assemblée nationale a été délocalisé à Kara. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette délocalisation qui permet aux députés d'aller à l'intérieur du pays et de faire leurs travaux? Oui, il faut dire que on nous explique que cette délocalisation répond justement à l'esprit du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui voudrait que les députés ou du moins l'Assemblée nationale et ses représentants soient beaucoup plus proches des populations. Et donc, sous l'ère de la Ve République, on va dire que c'est la première fois. Toujours est-il que, comme on nous l'explique, l'idée derrière, c'est que cette institution soit beaucoup plus proche de la population, comme elle incarne donc une représentation nationale. Mais ce que je voulais relever là, c'est que l'idée elle est bonne, mais encore faudrait-il qu'elle soit beaucoup plus proche vraiment des populations. Parce que là, je ne sais pas combien de Togolais ont vraiment assisté à cette séance à Kara. C'est vrai que le rapport officiel fait par la commission, en tout cas la direction de la communication de l'Assemblée nationale nous a dit que beaucoup de citoyens togolais ont participé à ça. Tant mieux, mais je proposerais que pour les prochaines fois, que ça soit des séances vraiment publiques, c'est-à-dire retransmises en direct sur la télévision nationale, pour que le Togolais, même depuis son salon, puisse suivre véritablement les travaux, puisse suivre les différents sujets à l'ordre du jour et qu'on ne soit pas amené à se contenter tout simplement du rapport officiel fait. Et je crois que cela ajouterait un plus au caractère vraiment public de cette séance-là, telle qu'on veut la prôner sous l'ère de la Ve République. Oui, et Didier, pour l'instant, la seule ville qui accueille les séances délocalisées de l'Assemblée nationale est Kara. Est-ce que ce ne serait pas intéressant que d'autres villes aussi puissent abriter ces séances? Mais ils opposent certainement un problème de salle, non? Ben oui, c'est quand Magloire intervenait tout à l'heure sur notamment le caractère supposé public de la séance qu'il y a eu, j'allais justement dire que je souhaiterais qu'il y ait une séance très loin de Lomé pour qu'un jour on puisse aller en tant que journaliste avec nos moyens pour aller constater véritablement le caractère public de ces séances de l'Assemblée nationale. Oui, de tout temps, de ma petite mémoire de journaliste, à chaque fois qu'on dit l'Assemblée tient une ouverture de session hors de sa base, c'est toujours Kara. C'est toujours Kara. Et naturellement, comme on a dit, l'Assemblée nationale aurait pu prendre l'exemple sur le gouvernement qui a fait des conseils de ministres délocalisés dans d'autres localités. Mais est-ce qu'il y a des endroits, des salles là, dans d'autres villes qui pourraient accueillir tous ces députés? Aujourd'hui sont encore plus nombreux, 113 en principe. Mais cela repose la question de toujours, la sempiternelle question de logistique. Et je crois nous avons un ministère de tourisme. On l'avait, on l'a plus, on nous a dit qu'on aura une agence de tourisme. Mais bon, pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'on a pu faire dans les grandes villes du pays? Dapao, Mango, Sokodé par exemple. Pourquoi on ne tient aucune activité pratiquement à Sokodé? On a l'hôtel central qui, ma foi, est un hôtel public. On peut bien aménager les choses et faire des activités là-bas. Il y a Kara, il y a Atapamé, il y a Atapamé et puis le Rock Hotel, et puis il y a Palimé également, l'hôtel du 30 août. Il y a des structures publiques. Mais si on n'arrive pas à tenir des activités là-bas, ça veut dire que l'État lui-même se reproche un certain nombre de choses. Donc raison de plus encore que, comme on dit dans le règlement de l'Assemblée nationale, il est prévu de délocaliser des sessions et des activités, et que le gouvernement depuis quelque temps tient des conseils des ministres délocalisés. Raison de plus encore qu'on puisse mettre encore des moyens dans le développement de nos localités, surtout de nos grandes villes. Cela permettrait de ne pas tout concentrer sur
Lomé et de pouvoir développer également ces grandes villes. Oui. Alors Didier, je reste avec vous. L'Assemblée nationale togolaise accueille très souvent les présidents d'autres parlements de notre sous-région et venant parfois même de très loin. Cette fois, ce sont les présidents de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire et du Bénin et que le président, qui sont les hôtes de Kodjo Adedji. Mais nous savons que les relations de notre pays avec le Bénin, depuis l'arrivée du président Talon Pouvoir, ne sont pas les meilleurs dont on puisse rêver. Il y a eu tout récemment encore l'enlèvement du confrère, comment il s'appelle, Steve Amosou, dit Humvi, alors par les services béninois. Quel message nous envoie ou comment interpréter la présence du président de l'Assemblée nationale du Bénin au Togo pour la session, l'ouverture de la session au Togo? Non, c'est tout simplement de la réelle politique et du pragmatisme du côté de nos amis béninois. Ils savent pertinemment que c'est pas de très bonnes relations d'un point de vue diplomatique et au plus haut niveau, c'est pas de très bonnes relations, mais de façon pragmatique, le Togo et le Bénin vont rester inséparables parce que c'est le même peuple, on dira pas de part et d'autre de la frontière, mais quand vous voyez culturellement et un peu partout, avec les langues même un peu partout, d'ici jusqu'au nord du Togo et du Bénin, c'est le même peuple et c'est les mêmes populations. Il y a des familles de part et d'autre, des Béninois sont ici très nombreux et les Togolais sont très nombreux également, je ne dirais pas seulement à Cotonou, mais un peu partout dans les autres localités. Et donc, si nos dirigeants à la tête se battent, est-ce que cela voudrait dire que les autres également, les peuples des deux pays également se battent, sachant que les assemblées nationales sont des représentations des populations, des représentations nationales. Et donc, si c'est des représentations, on suppose que les députés représentent le peuple. Si les députés représentent les peuples, donc les peuples togolais et les peuples béninois n'ont rien à se reprocher. Ils se côtoient tous les jours, ils se visitent tous les jours. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense que le choix de ne pas refuser l'invitation adressée, il faut d'abord saluer l'invitation adressée par l'Assemblée nationale togolaise à l'Assemblée nationale du Bénin, oui. Et également saluer également le pragmatisme du président de l'Assemblée nationale du Bénin d'accepter de venir. Il peut ne pas accepter ou il peut prétendre que son président a refusé. Mais le simple fait d'être disposé à venir et d'en informer le président du Bénin qui a également donné son OK, je pense que c'est du pragmatisme et c'est l'Afrique qui gagne. Oui, Magla, est-ce qu'on peut dire que là où la diplomatie normale peine à avoir des résultats, la diplomatie parlementaire essaie d'aider à maintenir le contact? Je répondrai tout simplement que c'est cela la diplomatie dans son ensemble. Parce que, tenez-vous bien, jusqu'alors, on ne nous a jamais dit officiellement qu'il y a de l'eau dans le gaz entre le Togo et le Bénin. En tant que journaliste, oui, on le sait parce qu'il y a une répétition des faits qui nous amène en tant que leader d'opinion à analyser et à aller au-delà de ce que nous voyons, ce que nous constatons. Parce que en de pareilles circonstances, lorsqu'il y a bisbille entre deux capitales, par exemple, il y a soit rappel des ambassadeurs de part et d'autre, mais jusque-là, il n'y a jamais eu ça. Mais il y a quand même de ces faits-là qui nous amènent justement à croire que entre Lomé et Cotonou, ce n'est plus tellement ça. Depuis l'arrestation de Madame Madougou, il y a eu après, vous avez fait cas justement de l'enlèvement tout récemment du confrère Steve Amosou, et jusqu'à ce jour, Cotonou n'a pas officiellement réagi. Cotonou n'a pas officiellement réagi et on le dit généralement que qui ne dit rien consent. Maintenant, on va dire la même situation, on peut la transposer du côté d'Abidjan aussi, parce que depuis cette histoire de l'AES avec le Mali, le Burkina, le Niger, on connaît le positionnement d'Abidjan par rapport à la nouvelle donne dans la sous-région. On connaît également le positionnement de Lomé et de M. Fornia Singbe, qui n'a pas caché du tout sa position. Il a dit clairement, même en présence de d'autres chefs d'État de la sous-région. Et il y a également de ces faits-là qui nous amènent, nos journalistes,
à comprendre que entre Lomé et Abidjan, ce n'est plus tellement ça. Mais quand cela ne tienne, en grands hommes, en adultes, vous avez vu qu'on a mis tout simplement en branle la diplomatie et le réel politique, comme Didier l'a affirmé. Et donc je crois que on est obligé. Il faut ajouter que le chef de l'État a reçu les deux présidents de ces assemblées nationales. Exactement, M. Vlavounou et Adama Bitogo. Et je crois que c'est l'image qu'il reste à envoyer à l'opinion nationale, que quoi qu'on dise, quoi qu'il advienne, la politique reste la politique. La politique, c'est quoi? C'est un jeu d'intérêt après tout. Et donc, mais au-delà de ça, il y a des relations humaines. Didier l'a dit, entre le Togo et le Bénin, c'est une longue histoire. Oui. On ne peut jamais se séparer. Même entre le Togo et la Côte d'Ivoire, c'est également la même histoire. Voilà. Donc, c'est protocolaire, c'est classique. Et voilà, ça fait la beauté de la diplomatie. Eh bien, l'affaire a fait un grand bruit cette semaine. Il y a eu un retentissement qui pourrait avoir surpris ceux qui en sont les auteurs, les commanditaires. En effet, alors que se tenait une rencontre dite citoyenne organisée par la DMP au siège de la CDP à Lomé, des individus non identifiés ont fait irruption sur les lieux pour commettre des actes de violence qui ont scandalisé et indigné beaucoup de monde. Invité à cette rencontre, le député sénégalais et de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, sa collègue du Togo, Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson et bien d'autres responsables politiques ainsi que des journalistes ont vécu le martyre dans les mains de leurs agresseurs. Le rappel des faits dans le sujet qui suit. Une rencontre dite citoyenne organisée dimanche dernier au siège de la CDPA à Lomé par la Dynamique pour la majorité du peuple DMP, un regroupement de partis politiques, de l'opposition et des organisations de la société civile, a brutalement été interrompue par des individus non identifiés. Ces personnes ont pris d'assaut la rencontre, tabassant les participants, arrachant téléphones portables, matériel de travail des journalistes, saccageant les matériels de sonorisation et caillassant les véhicules de certains participants à cette rencontre. Parmi les victimes de ces violences inouïes, il y a des journalistes, le député sénégalais de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, qui, dit-on, devrait entretenir l'auditoire sur le rôle du Parlement de l'institution sous-régionale, et Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson, députée et coordinatrice de la DMP. D'abord, je voudrais commencer à dire que j'ai honte pour mon pays, j'ai honte pour le Togo, parce que manifestement, les choses se sont passées comme si on voulait tuer Guy Marius Sagna. Et il y avait une de ces violences dans leur réaction, dans les coups qu'ils nous ont assénés. Ils nous envoyaient toutes les chaises, des briques qu'ils ramassaient, tout ce qu'ils pouvaient utiliser pour nous blesser et nous mettre à terre. On voyait, ils étaient capables de nous tuer. C'est honteux, c'est honteux. Je ne pensais pas que notre pays, le Togo, en était encore là. C'est la même incompréhension, doublée d'une grande indignation, qui sont les sentiments du parlementaire sénégalais qui avait été transporté dans une clinique de la place pour des soins. Je ne suis pas surpris. Vous avez vu la violence inouïe qui s'est abattue sur des gens qui n'ont commis qu'un seul crime, que celui de rencontrer leur député de la CEDEAO. C'est extrêmement grave, parce que ce que ça signifie, c'est que si on est capable d'agresser un député de la CEDEAO qui a deux immunités, une immunité sénégalaise, une immunité de la CEDEAO, mais qu'est-ce qu'on fait alors aux citoyens togolais? Ce qu'il faut retenir de la violence, c'est que tous les Togolais sont en sursis. Ce que vous avez vu, c'est que les nervis m'ont frappé comme un ballon de football. Ils ont utilisé des chaises, ils nous ont bastonné avec ces chaises, ils nous ont donné des coups de poing, ils nous ont donné des coups de pied comme si nous étions des ballons de football. Ils n'ont même pas hésité à bastonner la députée togolaise honorable Kafui, qui a l'âge de leur mère. C'est extrêmement grave. Moi, au moins, je suis un homme. Pour l'instant, les auteurs de ces actes répréhensibles, condamnés par le gouvernement et la quasi-totalité de la classe politique togolaise, ne sont pas connus. Le député sénégalais séjournait à Lomé dans le cadre d'une session extraordinaire du Parlement de la CEDEAO. Chers confrères, j'imagine que vous avez été surpris par cet incident grave qui s'est déroulé en plein jour à Lomé, Didier. Oui, et dire que on dit des individus non identifiés, mais qui ont opéré, même pas cagoulés, à visage découvert. On dirait qu'ils étaient très sûrs de leur fait. Oui, sûrs de leur fait, envoyés par des gens, et donc sûrs d'être protégés. Sûrs d'être protégés surtout. Et puis la réaction derrière, surtout avec la voiture de la gendarmerie qui rôdait là et qui avait été interrogée par les organisateurs plus tôt dans la journée, et qui ont dit nous sommes là pour votre sécurité, et qui n'a pas réagi lorsque ces événements se passaient, et qui a replié pratiquement en même temps
que les agresseurs, en dit long. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est les condamnations. On a déjà condamné et ça a été, on a tous été surpris le dimanche d'apprendre encore que de telles choses se passent encore dans le Togo de 2024. Togo promis, Togo de paix, de stabilité, Togo de cohésion et tout ce qu'on met dans la feuille de route gouvernementale et tout ce qu'on met sur le crédit du chef de l'État et de sa vision. Et si des choses comme ça peuvent se passer dans un Togo qu'on nous vend paisible, il y a beaucoup encore d'inquiétudes à nourrir, parce que moi ce que je voudrais dire, c'est que si on avait voulu ne pas que cette réunion n'ait pas lieu, on aurait pu simplement l'interdire. Mais on a donné l'impression de ce que la réunion n'est pas interdite, on l'autorise, mais après, derrière ce qui s'est passé, oui, vous avez écouté les interventions des victimes. Et c'est clair qu'il y avait une volonté de faire du mal, une volonté de faire peur à des gens. Et si possible, c'est de blesser, c'est de blesser des gens pour dire on leur a donné une leçon. Oui, mais Didi, parmi les victimes de ces violences, il y avait non seulement des journalistes, des confrères, des leaders des partis politiques de l'opposition, comme Kafui, Brigitte Adjamabou Johnson et Sambiri Targone, mais aussi et surtout le député sénégalais de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, qui était en session extraordinaire délocalisée à Lomé. Et cela interroge. C'est que ceux qui ont fait ça, est-ce qu'ils ont eu une idée, Magoula, de comment on appelle ça, combien serait désastreux pour l'image du Togo? Non, peut-être avant que Magoula ne parle, les gens qui ont fait ça, ils savaient ce qu'ils faisaient. Est-ce qu'ils réalisaient ce que cet acte-là pouvait avoir comme réalité? Oui, peut-être ceux qui sont allés sur le terrain, eux, ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est peut-être les commanditaires qui n'ont peut-être pas mesuré la portée que peut avoir un tel événement et une telle décision de vouloir régler ses comptes. Pour l'instant, rien n'a encore démontré qu'il y a des commanditaires. Non, naturellement, on peut pas. On est dans un pays. Nous sommes dans un pays très sécurisé et avec des services de renseignement très poussés. Et un tel fait ne peut pas se passer sans que les services togolais n'en soient au courant. Ou ils sont au courant, ils sont laissés faire. Et donc, je ne vous apprends rien, vous connaissez le Togo. On connaît tous notre Togo. Et donc, dire... Mais des gens peuvent quand même de leur chef, de leur propre chef, aller faire commettre ces dégâts, non? Assez organisé comme ça. Donc, pendant qu'ils s'organisaient et qu'ils décidaient qu'ils s'organisaient, se sélectionnaient entre gros bras et organisaient et se décidaient, se transportaient sur le terrain, tout ça. Il n'y a eu aucun renseignement qui a eu vent de quelque chose pour signaler ça aux autorités, pour que les autorités puissent l'arrêter. Moi, je ne crois pas. Ceux qui ont fait étaient sûrs de ce qu'ils faisaient, mais les commanditaires de cette histoire-là ne croyaient pas que cela pourrait avoir une telle portée qui nuit gravement à l'image du Togo. Parce que, pourquoi moi je dis ça? C'est après avoir écouté le récit de comment est-ce qu'on en est arrivé là, de tout ce que le député Guy Marius Sagna a raconté, de façon il a été convoqué par le bureau du Parlement de la CEDEAO, des discussions on lui aurait dit que la réunion était interdite. Que la réunion était interdite au niveau de l'église. Alors que le ministre n'a jamais notifié ni aux organisateurs, ni à la DMP et tous les autres que la réunion était interdite. Mais c'est un peu compliqué. Si on dit aux députés, au Parlement de la CEDEAO, que le gouvernement togolais a dit que la réunion était interdite et que officiellement, ceux qui tenaient la réunion n'ont pas été informés de ce qu'une telle réunion était interdite, et que c'est simplement les responsables de l'église, de la salle, qui ont dit non, venez prendre votre argent, nous ne pourrons plus abriter une telle réunion, et que officiellement la réunion n'est pas interdite, et que de façon un peu plus diplomatique, on donne une autre information de ce que la réunion est interdite. Ça veut dire
que quelque part, ce qui s'est passé est en connaissance de certaines personnes qui savaient ce qu'ils faisaient, comme je dis, savaient ce qu'ils faisaient, mais seulement les commanditaires ont oublié qu'en faisant cela, ils nuisaient à l'image du Togo et à la politique tant prônée de cohésion. On va tout à l'heure y arriver. Magoula, alors ces gens n'ont pas non plus épargné une dame, la députée Brigitte Kafui Adjamako Johnson. C'est-à-dire combien ils étaient déterminés. Ah oui, c'est pour ça justement que nous avons titré que tout ce qui venait de se passer n'est pas du tout digne de nous en tant que Togolais. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'après 2017, on serait encore là, quelques années après, à revivre, n'est-ce pas, ces scènes assez horribles dans la capitale togolaise. Vous vous rappelez ce qui s'était passé à Dewi par exemple? On a battu des gens, on est rentré dans des maisons. Comme toujours, le mode opératoire, il est resté le même, à visage découvert, armé, il y a l'arme blanche et tout ce qui peut blesser. Mais il y a eu condamnation de gauche à droite. Qu'est-ce qu'on nous a dit officiellement? Qu'il s'agirait des gens qui appartenaient à des groupes d'autodéfense. Mais jamais, jusqu'à ce jour, même 6 ans après, 7 ans après, on ne nous a jamais présenté un seul individu à la télévision nationale. Au contraire, c'est des jeunes qu'on nous a présentés comme faisant partie de l'opération Doha la mer ou je ne sais pas quoi. Et parmi eux, il y a des gens qui croupissent encore à la prison jusqu'à ce jour. Mais que 7 ans après, les mêmes faits se répètent, ça voudra dire que on peut tout dire, c'est des gens qui agissent en conséquence de cause. Justement, vous posez, alors, et peut-être dans le développement de Didier, il semblait dire que tout laissait croire comme si ces gens bénéficiaient d'une certaine protection. Mais on n'a pas besoin de chercher de midi à 14h pour savoir que ces gens-là n'ont pas agi comme ça d'eux-mêmes. Parce que c'est en pleine journée. Nous sommes Togolais après tout. On connaît comment le pays est sécurisé. Ces gens-là sont où? Et ils commençaient par mijoter ce plan finesse-là. Et les services de renseignement n'ont pas réussi à mettre la main sur eux jusqu'à ce qu'ils ne décident de mettre en pratique leur plan ourdi contre les députés sénégalais et les acteurs de politique togolais et les journalistes. Et les gens ont opéré pas trop loin, n'est-ce pas, d'une bande de forces de sécurité qui étaient postées pas trop loin de là où s'opéraient les violences et ils n'ont pas réagi. Ils ont opéré une dizaine de minutes après selon les témoignages et ils sont repartis. Et ça fait quoi? Ça fait 7 jours ou 6 jours après, pas un seul individu arrêté. Et on va me dire, on va essayer de me convaincre, moi, journaliste et citoyen togolais, qu'on ne connaît pas ces gens-là ou auraient échappé, n'est-ce pas, au contrôle des forces de sécurité. Je ne crois pas que l'image que cela, les conséquences de cet acte-là sur l'image du Togo. Rappelez-vous combien le Togo avait sur le plan diplomatique, relégué au second plan tous les autres pays de notre région, notamment dans la gestion des coups d'État dans les pays de l'AES. Même s'ils voulaient détruire, même ces gens-là, s'ils voulaient détruire les efforts diplomatiques que déploie le gouvernement togolais, le crédit engrangé, ces agresseurs trouveraient difficilement mieux, n'est-ce pas? Oui, vous savez, en réalité, tous les éléments sont rassemblés pour nous dire que si c'était justement des gens qui sont venus de nulle part, qui agissaient d'eux-mêmes, moi je présume qu'on les aurait déjà arrêtés. Parce que tout ce qu'ils ont fait là écorche l'image du pays. Parce que depuis quelque temps, on a vu la diplomatie assez active que déploie le Togo. Oui. Pas seulement que dans la sous-région, mais dans la géopolitique, de façon globale, le Togo est présent. Oui. Il y a juste quelques jours, à la tribune des Nations Unies, le chef de l'État a encore réitéré justement la position du Togo, n'est-ce pas, dans la gouvernance mondiale. Et il a dit nommément qu'au Togo, on essaie de construire un État fort. Alors, quelques jours après, on voit ceci, ça voudra dire que soit c'est des gens qui sont en mission pour nuire à l'image du Togo. Oui, est-ce que c'est pas des zélés qui font ça? Parce que moi je n'imagine pas. Mais si c'était des zélés, c'est encore des preuves. Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas des zélés, des incontrôlés, des gens qui font ce genre de choses là? Parce que est-ce que c'est possible? Moi, je suis arrivé, vous savez, depuis que le chef de l'État est au pouvoir, j'ai observé beaucoup de choses. Beaucoup de choses, et il m'est difficile de croire
qu'actuellement, au Togo, il y a des incontrôlés. Des gens qui échappent au contrôle des forces de défense et de sécurité, des connaissances du chef de l'État et des services togolais. Pour moi, il va falloir beaucoup plus pour me convaincre, parce que moi je sais que si il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, et dès l'instant où on reproche des choses à des gens, on les prend. On a arrêté des gens pour des faits où des gens ne croyaient même pas, mais les services togolais ont pu arrêter un certain nombre de personnes. Vous imaginez que les services togolais sont au courant de ce que des individus non identifiés s'organisèrent pour venir tabasser un député sénégalais, député de la CEDEAO. Et donc cet incident-là va avoir du discrédit sur la politique internationale du Togo, la diplomatie et les efforts que le chef de l'État déploie dans la sous-région. Et vous imaginez que si ce n'était pas des gens connus, ou des gens, voilà, il dit, on avait parlé de groupes d'autodéfense ou d'autodéfense, autant pour moi, et des gens qui opèrent des visages découverts. Vous imaginez que c'était, imaginez un seul instant que c'était des individus qui appartenaient à l'opposition. On les aurait arrêtés, et à l'heure où nous parlons, ils passent à la TVT où ils sont déjà présentés et ils sont à la prison. Mais ça veut dire que c'est des individus là, des individus qu'on peut facilement attraper. On n'a pas besoin forcément d'une enquête. C'est des gens qu'on peut facilement attraper. Alors imaginez que le Togo était hier contre toute intervention militaire des États de la CEDEAO au Niger pour déloger les militaires. Un député de la CEDEAO vient chez nous juste pour parler avec quelques Togolais. Et il paraît que les tests prévoient clairement que les députés peuvent rencontrer leur mandat. Les tests ne l'interdisent pas. Naturellement. Donc ce qui n'est pas interdit, comme il estime que ce qui n'est pas interdit est autorisé. Est autorisé. Et donc à partir de ce moment-là, on s'organise pour tabasser ce député-là. Si je dis on, je dis Togolais. Des Togolais s'organisent pour tabasser ce député-là, alors que nous étions hier contre la violence qui devrait s'abattre sur Niamey. Nous sommes auteurs de violences à domicile, chez nous ici, sur des étrangers qui nous visitent. Quelle image nous voulons? Donc je pense que ceux qui ont fait ça sont des gens qu'on devrait normalement... Il y a eu une intervention, on estime que c'est possible que ce soit les militants même de la DMP qui sont entre eux. Je ne sais pas si vous avez... Mais c'est assez terrible. Et c'est ce que je vous dis. Si cela s'avère que c'était véritablement des militants de la DMP, je te dis qu'il n'y a aucune réunion, aucune rencontre de l'opposition ou des organisations de l'opposition, de la société civile, à laquelle n'assistent pas des agents et des services secrets togolais. Si c'était vraiment des militants de la DMP, de l'opposition, la nuit de dimanche à lundi là, ou peut-être avant que l'affaire ne prenne ces ampleurs là, on les aurait déjà arrêtés et les aurait déjà présentés comme étant les auteurs. Mais jusqu'à ce jour nous parlons, c'est difficile de trouver des gens, parce que c'est des gens qu'on va avancer. Les confrères qui étaient aussi, les journalistes qui étaient sur le lieu pour faire leur travail, ils n'ont pas échappé à la foudre des agresseurs. Ils faisaient tout simplement le métier, mais ils ont été molestés, leur téléphone portable, leur matériel de travail ont été arrachés. Alors, à votre avis, et pourquoi cette hargne contre les professionnels des médias? Faire disparaître des preuves? Comment est-ce qu'on expliquait ces Forcément, parce que parmi les journalistes, il y en avait qui avaient les caméras et donc détenaient des images ou détiendraient des images. Et donc quand la première réaction serait de confisquer leur matériel de travail, de jeter certains dans un puits juste à côté, mais ça dévoile un peu l'intention cachée justement de ces individus. Mais alors je me pose la question, mais qu'avons-nous fait nous journalistes pour en tout cas être victimes de ces atrocités-là? Quelle a été notre erreur? Le crime de lèse-majesté qu'on aurait commis
parce qu'on fait tout simplement notre job. Que ce soit le pouvoir qui organise un événement, on est toujours là. Que ce soit l'opposition, que ce soit la société civile, on est toujours là. Mais pourquoi alors ne pas épargner, ne serait-ce que la presse? Là, on comprendrait que la hargne de ces individus-là, c'est juste contre, on va dire, une certaine catégorie de personnages qui étaient là-bas. Mais ça voudra dire que pour eux, tous ceux qui se retrouvaient là-bas n'épousaient pas forcément une certaine idéologie. Donc, ils s'érigeaient en ennemis à abattre à l'instant T. Et ce qui m'a encore plus intrigué, c'est qu'à la suite, j'ai constaté une certaine légèreté dans le traitement de ce dossier de façon globale. D'abord, vous avez vu la police, le communiqué de la police. Le fait s'est passé, tout le monde attendait une réaction officielle et c'est la police qui a pris le devant. Et vous avez vu, dès l'entame du communiqué, on se trompe de lieu. Bon, je ne refuse pas. Ça, c'est un. Didier, attendez. Avant d'aborder les autres aspects de cette affaire, oui, nous allons écouter les réactions des uns des autres à cette agression. Et vous Au Sénégal comme au Togo, les réactions aux violences exercées contre les participants à la rencontre dite citoyenne organisée par la DMP et à laquelle participait le député sénégalais Guy Marius Sagna ne se sont pas fait entendre. Quelques heures seulement après cet incident, le gouvernement sénégalais, par le biais du ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères, a réagi à travers un communiqué qualifiant ces événements d'agression violente. La ministre sénégalaise des Affaires étrangères a demandé à son homologue togolais de prendre toutes les dispositions afin de garantir l'intégrité physique du député sénégalais. Dans un communiqué, Africa Job Center, un organisme dédié à la défense des droits humains et fondé par le Sénégalais Aliotine, condamne sans réserve ces violences, réclame l'ouverture par les autorités togolaises d'une enquête judiciaire afin d'identifier et de punir les responsables de ces actes qu'il qualifie de criminels. Au Togo, on note une vive émotion au sein de la corporation des journalistes. Aussi, les organisations de presse ont-elles dénoncé l'agression des journalistes sur un lieu de reportage et appelé les uns et les autres à protéger l'intégrité physique et morale de tous les journalistes dans l'exercice de leur profession. Mais les condamnations les plus sévères sont venues des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile. Morceau choisi, nous écoutons respectivement Yao Daté, président du CAR, et Maître Dodia Pevon des FDR. Le CAR condamne cette agression. Vraiment, c'est déplorable. Le CAR souhaite que le ministère de la Sécurité se saisisse du dossier et fasse en sorte que ces agresseurs soit démasqué et que ce genre d'événements ne se reproduisent plus parce que c'est trop grave. Notre pays est maintenant tombé trop bas. C'est vraiment très honteux pour notre pays. C'est-à-dire que ces gens-là, finalement, ils n'ont plus de limite de la bassesse. Ils peuvent au moins avoir le courage de dire qu'on interdit. Envoyer les policiers, les sécurités, bloquer les lieux pour dire vous ne faites pas. On peut comprendre. Mais infiltrer la réunion par des individus sombres comme ça pour aller commettre des actes aussi vils. Parce que moi, dès que j'ai été informé que quelque chose comme ça est arrivé au sein de la CDP, je me suis transporté à la clinique. Je l'ai vu, on a causé. Mais il a des traumatismes partout. Il est blessé au front, au dos, partout. Il a été roué de coups. Comment on peut accepter ça dans un pays civilisé? Mais un député de la CEDEAO a le droit de venir s'adresser à des citoyens de la CEDEAO. J'ai vu Brigitte à l'hôpital aussi. Elle avait un gros hématome au front. C'est vilain, c'est méchant, c'est inhumain. Nous sommes vraiment ébahis. Du côté des autorités togolaises, l'une des premières réactions est venue de la Direction générale de la police nationale qui a déploré, je cite, les incidents malheureux et inadmissibles qui se sont produits dans les locaux de la CDPA. Cependant, la DGPN déclare que Guy Marius Sagna a été dûment informé des risques que comportait la participation à une manifestation publique organisée dans des conditions irrégulières en marge des travaux du Parlement de la CEDEAO en violation des lois en vigueur au Togo. Le communiqué de la DGPN poursuit en affirmant que le député sénégalais a été clairement avisé de l'interdiction de la réunion projetée dans les enceintes d'une église de la place, ceci conformément aux dispositions régissant l'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique au Togo. Par ailleurs, je cite toujours, les autorités compétentes n'ont été ni informées ni saisies d'aucune autre activité à laquelle devrait prendre part l'honorable Guy Marius Sagna, ce qui aurait permis de prendre des mesures de sécurité et de protection appropriées. Fin de citation. Autre réaction dans un communiqué rendu public le mercredi 2 octobre 2024, le Parlement de la CEDEAO a apporté sa note au concert de condamnation de cette agression. L'institution sous-régionale a condamné cette attaque qualifiée d'inadmissible et a réaffirmé son soutien à l'honorable député Sagna.
Voilà, c'est l'heure de la pause. Alors, nous allons observer une pause présidentielle, donc on revient pour la suite de ce débat. Éliminatoire Cannes Maroc 2025. Les éperviers seront de nouveau à Kégué face au Fennec d'Algérie le lundi 14 octobre 2024 à 16h. Nouvelle génération, nouvelle dynamique en marche. Tous ensemble, soutenons nos éperviers en route pour la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Maroc 2025. Prix des places, tribune officielle, 20 000 francs CFA, tribune couverte, 3 000 francs CFA, gradin couvert, 2 000 francs CFA et gradin solaire, 1 000 francs CFA. Infoline 91 72 07 07 ou 92 04 30 87. Public sportif togolais, soyons derrière nos ambassadeurs ce 14 octobre à Kégué pour la victoire. Dieu, mileki kokonyini kujajenini miabi nopiwa, mi tegogo la grâce Ephraim. Ni la grâce Ephraim, mi la po rideau adodio, kudo avonya ko vovovo, rideau machine toke do pe ganga ku hotel ozana, mi la po abadivo, place de pepe ko le dia, novi o la po plondivo, rame. La grâce Ephraim e doutuna décoration. Yibe dahlin, tableau nyak po vovovo vanami, kenya daru miabe salon o le tukroyeye, o le jibo wa jira kwa meronoa. Te gogo la grâce Ephraim to. La grâce Ephraim to le woyoyo na moko pata sana rideau. Kudo abadivo bede, mi va yebo, ne ya sanu angronami. Rideau batia, rideau antoya, ndi pepe ke minejia, mi la pole la grâce Ephraim. Grâce Ephraim, mi le bossi mi la bazebe kwandi ben bodomi. Ni mi jila sende gomea, mi la teyo la grâce Ephraim to le 99 49 68 98 92 16 86 45. La grâce Ephraim et doutuna nyabe kokonyo le miame nopé. Du 8 au 14 octobre 2024, le Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé vous ouvre les portes de sa 11e édition sur le thème « Agriculture durable, gage d'une sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique » autour des expositions, des panels, des rencontres professionnelles et des concours. Vous avez des projets agricoles et vous recherchez du matériel agricole, des partenaires techniques et financiers, vous voulez conduire des projets en élevage ou vous êtes un acteur des produits agricoles locaux, venez échanger avec les acteurs nationaux et internationaux. Le Cialo, c'est aussi un pôle de produits bio et une expo élevage du 8 au 14 octobre 2024. Entrée libre et gratuite. Info 70 24 88 13. www.salon-agriculture.tg. Cialo, de la terre à la table. Novi émergence divine tona doa si amena mikudo waba yeye vovovo wawe kuna savon noa bio Maroc so Maroc bovanami eye beko na nyaba gbaziome nana benade nyaba gbazo pona ndudu nwede no obalize kudo wabe le bel diade elana benade sisila bula gbazene no efima gano pao vo agbaze wabe kokomiare elani de kankume waba gbaye ko kubwari ini abi fukume o dankore dibe nkume ne koplo ko so souffre so wa novi ede na bouton dona le nkume na me vonu meto na miade elanga nkwa mela no takui novi mkari jibe misena ni la bleu benkoe savon noir bio du Maroc chocho okui bovana misia oso ni la bleu so wadi oso wa misisi yu baso gommage chan eau de rose naturelle on nyambi agbaze kudo nyambi nkumi huile végétale cosmétique na nyambi agbaze kudo nyambi dao kudo grande de craie qui mila so gommage émergence divine toari o la po jesilo wabi nu patadi kenyi kudo dea no le diwa o la yomi le 90 13 67 49 97 94 08 65.
retour au studio pour la suite de cet débat. Partout au Togo comme au Sénégal et ailleurs sur le continent, cette affaire a soulevé, l'agression donc au siège de la CDPA a soulevé une grande indignation. Un communiqué de la Direction générale de la police nationale indique que le député sénégalais a été clairement avisé de l'interdiction de la réunion projetée dans l'enceinte d'une église de la place. Et il avait été prévenu des risques qu'il courait en participant à cette activité aussi. De quoi pense-t-il que pour éviter tout grabus, Guy Marius Sagna aurait dû s'abstenir de prendre part à cette rencontre? Qu'en pensez-vous? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que d'abord, c'est un député de la CEDEAO et qui parle de la CEDEAO, parle de l'intégration communautaire. Et donc, en tant que tel, on ne peut pas lui interdire cela. Encore que personne n'a montré un passage justement du règlement intérieur de la CEDEAO, du Parlement de la CEDEAO, qui interdirait à un député d'un autre pays d'assister à une simple réunion dans un autre pays. Mais les gens disent, mais c'est qu'il était là dans le cadre de la session délocalisée du Parlement de la CEDEAO. Oui, mais c'est comme on dirait que il était là juste pour cette réunion de parlementaires, et donc il ne devrait même pas assister à une soirée quelconque. Mais ça ne s'entend pas en réalité. Ça, c'est des subterfuges qu'on essaie d'envoyer pour s'expliquer ou alors trouver des arguments pour appuyer ce qui s'était passé. Pour moi, il n'y a rien qui puisse expliquer cela. Et tantôt, je parlais d'une certaine légèreté dans le traitement du dossier dans son ensemble. Je parlais du communiqué de la police qui, d'entrée, s'était trompé de cadre. Ça, c'est encore plus grave. Mais j'étais encore stupéfait par la suite quand la police envoie encore ou lance un appel à collaboration de tout citoyen pour pouvoir l'aider à travailler sur ce dossier alors que les faits se sont passés en pleine journée. Mais ça renvoie à une certaine légèreté dont je parlais. Mais là encore, les réactions, on en a vu de Lomé à Dakar. Mais vous imaginez que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore vu ni la réaction de la HAC, parce que je présume que la HAC n'est pas là que pour taper sur les journalistes. Un journaliste qui est menacé dans l'exercice de son métier, la HAC doit agir pour prouver que voilà, je suis le parent là qui veille sur mon enfant. Peut-être que le communiqué de la HAC va venir, mais pour l'instant, ce n'est pas le communiqué de la police affirme que les autorités compétentes n'ont été ni informées ni saisies d'aucune activité à laquelle encore ça pose débat. Parce que l'activité en réalité a été organisée par une organisation de la société civile et enfin c'est un collège de partis politiques, la DMP. Oui. Si interdiction devait y avoir, je présume, selon la logique, que le ministère devrait signifier cette interdiction aux organisateurs. Maintenant, les organisateurs apprenaient l'interdiction supposée par l'intermédiaire du Parlement. Non, même pas. Oui, c'est du Parlement de la CEDEAO. C'est un vice de forme en fait. Et jusqu'à preuve du contraire, on ne nous a jamais brandi cette interdiction formelle qu'aurait lancé le ministère en charge de l'administration territoriale. Donc pour moi, tout ceci, jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas. Moi, en tant que journaliste, j'attends qu'on me montre une preuve formelle, notifiant clairement que la réunion est interdite. Mais si, en dehors de ça, tout ce qu'on peut avancer de gauche à droite, pour moi, c'est des arguments juste avancés pour se dédouaner. Alors, même Amnesty International s'en mêle. Selon la directrice régionale d'Amnesty International pour l'Afrique et l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, Samira Daoud, il s'agit d'une attaque inacceptable contre les droits des réunions pacifiques et la liberté d'expression. Elle ajoute qu'une enquête immédiate et indépendante est nécessaire pour faire la lumière sur, je cite, l'inaction des forces de sécurité et pour traduire en justice les responsables de ces violences. Le gouvernement ne pouvait pas rester silencieux face à cette agression subie par les participants à cette rencontre. Il trouve inadmissible cet incident et qu'il a fermement condamné. Je vous laisse plutôt écouter la ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement, Florence Yawa Kugan. Il faut que je dise avec et que je marque
La violence est condamnable partout et toujours. La violence n'a pas sa place dans la vie politique, elle n'a pas sa place dans la vie tout court, elle n'a pas non plus sa place dans les réunions privées qui sont tenues par des acteurs au siège de leur parti. Des informations qui nous sont parvenues notamment par le biais des prises de parole successives sur les réseaux sociaux font état de ce qu'il se tenait au siège d'un parti politique de la place, une réunion privée. Il me semble que pour parler de cet événement, il est important de s'attacher à la nature de cette rencontre et de restituer la vérité des circonstances. Cette vérité des circonstances, c'est que les organisateurs ont estimé que le caractère privé de cette réunion faisait en sorte qu'ils n'avaient pas besoin de requérir l'assistance de la force publique pour sécuriser les lieux. Je pense que c'est ce jugement qui n'a probablement pas pris toute la mesure de la chose, puisque les faits établissent désormais que leurs militants réunis au siège de leur parti en sont venus à exercer les uns contre les autres des actes de violence. Comme je le disais, il faut le déplorer, il faut souhaiter un prompt rétablissement aux blessés, mais il faut surtout, à mon avis, au-delà de l'émotion et de la volonté de pointer un doigt accusateur ou de renvoyer la balle à tel ou à tel autre acteur ou à telle autre personnalité, maintenir la sérénité qui est nécessaire pour que la justice puisse faire son travail, pour que les auteurs de ces violences puissent être identifiés et puissent être soumis aux lois et règlements et sanctionnés à la mesure de la gravité des actes dont ils se sont rendus coupables. Voilà donc la réaction du gouvernement togolais. Ça passe un petit commentaire, Didier ou... Non, du courage à nous. Alors, le gouvernement sénégalais a réagi quelques heures seulement après l'agression subie par Guy Marius Sagna, condamnant l'agression et demandant au Togo d'assurer la protection de l'intégrité physique du parlementaire sénégalais. Alors, cette affaire pourrait-il avoir des suites sur les relations diplomatiques entre le Togo et le Sénégal? Déjà, vous rappelez-vous, un autre Sénégalais, Pierre Sané, avait été, lorsqu'il était secrétaire général d'Amnesty International, avait été aussi violenté. Alors, on dirait que les Sénégalais sont devenus la tête de turc des Togolais. On peut dire que ces dernières années, on n'a pas eu de très très bonnes relations avec le Sénégal. Vous vous souvenez déjà, c'était très compliqué avec Macky Sall. Oui. Et donc maintenant... à cause des pays de l'AES. Naturellement. Et donc maintenant, on a un nouveau pouvoir qui essaie de s'asseoir. Et on connaît la tendance Guy Marius Sagna, c'est en pro-Sonko et la philosophie Sonko. Donc, il faut préciser, Guy Marius Sagna est du PASTEF, le parti au pouvoir en ce moment au Sénégal. Naturellement. Et donc, ça va être compliqué. Et vous avez vu la célérité avec laquelle le communiqué du gouvernement sénégalais était arrivé. Pas du gouvernement, mais du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Ce même dimanche-là. Ce même dimanche-là, pendant que nous, on t'attendait ici pour dire non, est-ce qu'il faut dire réunion privée, est-ce qu'il faut dire que c'est les militants de DMP qui se sont tapés entre eux. Bon, les gens ont compris que c'était véritablement des stratagèmes pour faire peur. Et moi j'ai dit que si on devrait naturellement laisser cette affaire-là se passer et dire qu'on fait une enquête pour déterminer les coupables, le gouvernement togolais n'allait pas se mêler dès le début en envoyant un courrier au bureau du Parlement de la CEDEAO pour dire que la réunion était interdite, alors qu'officiellement, en interne, on n'a rien dit aux organisateurs. Moi, c'est déjà là le problème a commencé. Et c'est plutôt Sagna qui a commencé à dire que le gouvernement togolais tentait de l'empêcher de rencontrer des citoyens togolais ici. Et les tractations ont eu lieu et en vain, on ne lui a pas permis véritablement de rencontrer les Togolais dans un cadre apaisé. Et puisque vous avez dit, vous n'avez pas interdit la réunion officiellement. C'est clair que pour le gouvernement et pour tout autre gouvernement sénégalais et ailleurs, c'est clair qu'il y a eu vice de forme ou vice de procédure ou même un laisser-aller officiel dans cette affaire-là. Et c'est clair qu'on va avoir des
entre pouvoir togolais et pouvoir sénégalais. D'un point de vue diplomatique, ça ne va pas être le grand amour. Voilà. Déjà que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et le président togolais ont été désignés pour aller offrir leur mission de bons offices entre la CEDEAO et l'AES. Depuis là, on n'a jamais eu une rencontre conjointe entre Togo et Sénégal sur cette affaire-là. Et on n'a jamais vu une visite conjointe entre les deux États, des émissaires, tout ça. Aucun travail de collaboration dans ce sens-là, ça est compliqué. Maintenant, au cours d'une conférence de presse qu'il a animée mercredi à Dakar, Guy Marius Sagna a eu des mots très durs pour les autorités de notre pays. Alors, que doit faire celle-ci pour que cette affaire puisse vite trouver un dénouement? C'est simple. Je le disais tantôt que j'ai constaté... Le problème, l'incident s'est passé au Togo. Exactement. Quels que soient les auteurs, ça s'est passé au Togo. Et donc, on doit prendre nos responsabilités. Pour moi, le procureur de la République doit s'auto-saisir de ce dossier parce que ça frôle un incident diplomatique. Parce que, vous le disiez tantôt, entre Lomé et Dakar, même si ce n'est pas déclaré formellement comme ça, ce n'est pas le grand amour. Au temps de Macky Sall, on l'a vu, même au temps de Diomaye Faye. Vous vous rappelez qu'au lendemain de sa prise de pouvoir, il avait entrepris un voyage de prise de contact avec les chefs d'État de la sous-région. Il a clairement snobé Lomé, alors que le chef de l'État togolais, le doyen, n'est-ce pas, des chefs d'État de la sous-région. Et donc, venir à Lomé, c'était normalement automatique. Ça devrait être automatique, mais il n'est jamais arrivé. Et encore que ce qui venait de se passer à un militant de premier rang de PASTEF, ben je me dis, si on ne prend pas les choses en main et qu'on n'agit pas sérieusement pour démasquer ces individus-là, je crois que ça va vraiment envenimer la situation entre Dakar et Lomé. Et pour moi, si on a la volonté, on pourra y arriver parce que tous les éléments, tous les ingrédients aujourd'hui sont là pour qu'on ne tarde pas trop sur ce dossier avant, n'est-ce pas, de mettre la main sur ces gens-là. Oui, c'est le mercredi que la CEDEAO a rendu public son communiqué. Le Parlement de la CEDEAO a rendu public un communiqué condamnant l'agression et réaffirmant son soutien aux députés sénégalais. Est-ce que c'est pas un peu quand même ce communiqué n'est pas arrivé un peu en retard? Parce que déjà depuis dimanche, le même jour là, des réactions ont commencé à fuser. Lundi, mardi, c'est le mercredi seulement qu'on a eu cette normalement, avant même que l'État sénégalais ne réagisse, ça devrait être la réaction du Parlement de la CEDEAO. Mais vous avez vu dimanche, lundi, mardi, mercredi, c'est 4 jours après que le communiqué sort. Mais ça, pour moi, ça lève le voile sur peut-être des stratagèmes. Est-ce que c'est pas un malaise? Parce qu'il faut choisir les mots. Voilà dans quel contexte je parle. Est-ce que Guillaume Marius Sagna n'est pas difficile à gérer? Même si difficile à gérer, c'est quand même un député du Parlement. Il est des vôtres. Vous ne pouvez pas vous soustraire de ça. Vous avez des enfants. Il est têtu, il est brigand, il fait tout, mais c'est votre enfant. Il est tapé, mais même s'il est en erreur, mais réagit, intervient quand même pour vous montrer d'abord son papa et essayer de voir ce qui s'est passé. Mais si c'est 2 jours, 4 jours après, mais ça dit tout clairement sur l'intention ou la force même de ce Parlement de la CEDEAO. N'oublions pas qu'il y a quelques années déjà, peu de gens savaient que ce Parlement existait parce que c'est juste une entité qui est là et on remplit cette entité des gens, mais qui vraiment n'avait pas d'impact sur la politique globale de l'espace communautaire. Mais quelques temps après, on a commencé par donner vie un peu à ce Parlement et il a fallu justement que des langages contraires à ce qu'on écoutait auparavant et commence par être tenu pour donner vie à ce Parlement. Mais si déjà, parce qu'il y a des gens qui attaquent en tant que tel, mais qui ne sont pas toujours d'accord sur ce que disaient les gens jusque-là, qu'on estime que ils peuvent être tapés, on prendra le temps qu'on prendra pour intervenir. Je crois que c'est dangereux. Et donc, que Guy Marius Sagna soit un élément perturbateur entre griffes ou un enfant difficile à gérer, rien n'explique qu'on met du temps pour intervenir, ne serait que par principe. Didier, une chose aussi, je ne sais pas si ça a été fait de façon informelle, mais est-ce qu'on
pourrait s'attendre à un mot de compassion ou de soutien de l'Assemblée nationale togolaise aussi à l'égard de Mme Adjama Bono. Je sais pas, moi je ne suis pas informé, je ne sais pas si vous avez eu un truc comme ça. Non, ça aussi, ça peut se faire de façon informelle. Mais non, pas informelle. Normalement, ça doit être fait de façon formelle. C'est un député une députée de l'Assemblée nationale qui a été agressée. Même si on estime qu'on ne connaît pas encore les auteurs, au moins les faits sont là. Une condamnation de principe du bureau de l'Assemblée nationale togolaise serait un pas assez élégant en avant, parce que on a dit qu'on veut un parlement plus proche de la population, un parlement ouvert. Je pense que sur des faits comme ça, nous serions que pour une condamnation de principe. Pour le principe, on devrait naturellement sortir un communiqué pour condamner, parce que c'est une députée de l'Assemblée nationale togolaise qui a été tabassée et agressée par des individus. Oui. Et même pour le parlement de la CEDEAO, on sait que la CEDEAO, il y a une lourdeur pas possible là-bas. Et il faut d'abord s'estimer heureux de ce qu'on a sorti un communiqué. Qui condamne fermement. Oui, qui condamne fermement. On aurait pu ne pas avoir de communiqué aussi. Qui connaît la CEDEAO et les institutions de la CEDEAO, c'est qu'on aurait pu ne pas avoir de communiqué. Mais c'est la gravité de ce qui s'est passé, des faits, qui a obligé à ce que des gens puissent arrondir rapidement les angles pour qu'en 2-3 jours on puisse s'entendre sur un communiqué comme en public. Mais quand on dit dans le communiqué que le bureau ou le parlement de la CEDEAO apporte son soutien, mais si je me tiens sur ce mot de soutien, et vous écoutez ce que Guy Marius Sagna a dit, avoir dit au bureau du Parlement, moi je n'ai pas vu ce soutien. Parce qu'il a dit qu'il a demandé officiellement au bureau du Parlement de la CEDEAO de lui trouver une salle pour qu'il puisse rencontrer des Togolais. Est-ce que c'est le travail du bureau de l'Assemblée de trouver une salle à des députés qui veulent... Mais il a dit si tous voulaient avoir une salle, est-ce que... Non, oui, il paraît qu'il y avait déjà eu une situation pareille à Lomé où une députée, peut-être ivoirienne, de la CEDEAO avait demandé à rencontrer des Ivoiriens. Non, pas ses compatriotes, des Ivoiriens vivant au Togo. Si on disait compatriotes, ça ne sonne pas. Et c'était le Parlement de la CEDEAO qui avait aidé à trouver une salle pour que la rencontre puisse avoir lieu. Il a dit, justement... on va avancer. Je rappelle que mesdames et messieurs, les invités des Rétro 7 de ce matin sont Didier Asogba, le directeur d'information du site d'information Togo Bricu News, et Magloa Teko, le rédacteur en chef de Flambeau des démocrates. Changement de sujet, une affaire de riz avarié déversée sur lieu identifié par des gens comme un dépotoir dans un quartier de Lomé est vécu comme un scandale, voire une humiliation par certains, secoue en ce moment Lomé. Voici avec Hervé ce qu'il faut retenir de cette affaire. Du riz avarié et donc impropre à la consommation déversé en grande quantité dans la nuit du 29 au 30 septembre 2024 dans une décharge intermédiaire située à Agouaronkwe près du complexe scolaire Lidao dans la commune d'Agouanivé 2 a attiré les populations riveraines qui s'en sont servies à cœur joie dans l'ignorance totale des risques liés à sa consommation. C'est la Ligue des consommateurs du Togo LCT qui, la première, est montée au créneau pour s'émouvoir de cette affaire et alerter les populations sur les risques sanitaires graves inhérentes à cette situation. Emmanuel Sogadi, président de la LCT. On les dit de ne pas consommer et de ne même pas hasarder à vouloir le vendre à qui que ce soit. Parce que selon les informations que nous avons eues, le stock aurait été aspergé d'autres produits. Ce n'est pas seulement que le riz n'est pas seulement impropre à la consommation. Et donc si des gens consomment ce riz-là en disant que donc ce n'est pas bien. Vous savez, on ne va pas vouloir manger n'importe quoi, mourir et dire que si on ne mange pas, on va autant mourir. Et donc nous les encourageons à ne pas consommer ce riz et à les jeter et à ne pas vouloir aussi les vendre ceux qui en ont des stocks de 3, 4 sacs. Ce n'est pas bien. On a 2 brasseries au Togo. L'auteur, c'est l'une des 2 sociétés. Qu'elle puisse, dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, dire je reconnais que j'ai envoyé mes éléments pour aller détruire un stock de riz et qui ont failli. Je prends ma responsabilité d'assumer les responsabilités et par conséquent, je présente mes excuses aux consommateurs et au-delà de ça, que cette société-là réponde de ses actes en payant les dommages et intérêts aux consommateurs. Les Togolais n'ont pas mis longtemps pour comprendre comment ce malheureux incident est survenu. En effet, dans un communiqué rendu public, la société brassicole Bébé Lomé, qui n'est plus à présent
présenté reconnaît avoir déversé ce riz qui avait été déclassé pour non-conformité aux normes de qualité industrielle de l'entreprise. Jugé impropre à leur procédé de fabrication, il devait être détruit dans le cadre d'une opération contrôlée. Cette destruction a eu lieu le 30 septembre 2024 sous la supervision d'un huissier de justice conformément aux procédures légales et en vigueur. Cependant, Bébé Lomé affirme qu'un incident s'est produit lors de cette opération, permettant à certaines personnes d'accéder à la décharge publique et de récupérer une partie du riz destiné à la destruction. Elle s'engage à ce que la gestion de cette crise respecte scrupuleusement les meilleures pratiques de sécurité alimentaire et réaffirme son engagement indéfectible à protéger la santé publique avant tout et à respecter les normes les plus rigoureuses. Dans une note conjointe signée par les ministres Rose Kaimi Vedor, chargé du commerce et de la consommation locale, Kalis Batossi Majulba, de la sécurité et de la protection civile, et Chindare, chargé de la santé et de l'hygiène publique, le gouvernement annonce l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les circonstances de ce déversement de riz et d'identifier les responsables afin que ceux-ci répondent de leurs actes. Enfin, le gouvernement exhorte les populations à faire preuve de vigilance et à signaler toute tentative de commercialisation de ce riz aux autorités compétentes. Alors, chers confrères, vous avez sans doute vu les images de certains de nos compatriotes qui se sont jetés sur ce riz, déversé sur une décharge publique. Qu'en avez-vous pensé? La fin peut-elle expliquer ce douloureux spectacle où c'est l'ignorance des dangers liés à la consommation de ce riz qui explique ce comportement-là? Doyen, je retiens et je constate seulement, ou je fais constater qu'on a tellement faim au Togo. On a énormément faim. C'est très compliqué pour plusieurs Togolais de vivre. Je sais de quoi je parle. C'est très très difficile pour des gens de trouver même à manger une seule fois. Le fameux slogan Bukuno Doku, oui. Manger, mourir vaut mieux que mourir de faim. Oui, au moins tu as rempli le ventre et tu es mort de quelque chose. Plutôt que de mourir en avoir faim. Mais c'est très compliqué et ça peut-être les autorités ne savent pas, mais il faut quand même qu'on leur dise que des gens ont énormément faim au Togo. Les gens ont terriblement faim au Togo. Quel que soit ce que les statistiques officielles est-ce que ça peut expliquer, les gens ont fait. Est-ce qu'il peut expliquer d'aller chercher la nourriture sur un dépotoir, une décharge publique? Alors, doyen, vous savez, des gens ont faim. Je dis les gens ont faim. Nous avons faim. Alors, on déverse un riz que des gens estiment impropre à la consommation. Mais ce que les gens ont tellement mangé dans ce pays, mais ce riz a été pour certains un très bon riz. Les gens ont mangé pire que du riz de ce degré de toxicité s'il y en a. Mais des gens ont mangé pire. Les choses avariées que nous achetons, qu'on déverse sur le marché, grand marché, tout ça à la fin d'année, et qu'on vend que des gens mangent, qui créent des cancers un peu partout. Mais je ne justifie pas, mais j'estime d'abord qu'il faut d'abord qu'on explique la réaction de la population. Qu'est-ce qui pousse les Togolais à aller ramasser du riz jugé impropre qu'on a déversé sur une décharge publique et que des gens, pas une seule personne, pas deux, mais si vous voyez, oui, c'est des dizaines de personnes qui se battaient même pour chacun en avoir une certaine quantité pour lui, pour manger et manger. Des gens ont même dit, ils ont mangé, il y avait eu un premier déversement le samedi, ils ont ramassé, ils ont déjà mangé le dimanche là, ils ont bien mangé, et que d'autres ont dit, mais ils ont même regretté de ne pas avoir appris qu'il y a eu d'autres déversements le lundi. Bon, ça veut dire que au-delà de on condamne quelle société a déversé et que l'action a indigné plus d'un, ça veut dire que les autorités doivent trouver des moyens de permettre aux Togolais de ne serait-ce que manger à leur faim. Je pense que le message derrière cet incident et cet événement, c'est véritablement ça, ce message, c'est que des Togolais ont faim et ont réellement faim. Et ils l'ont prouvé. La plupart des dizaines de personnes qui courent pour aller ramasser des riz impropres, ça doit normalement interpeller un gouvernement. Interpeller le gouvernement qui doit ne serait-ce que réagir par d'autres actions.
qu'on condamne, quelle société, on a vu la société a sorti un communiqué, bon voilà. Non mais voilà, mais moi, ce que je veux qu'on retienne, c'est la réalité derrière la réaction. Est-ce que ce n'est pas possible que le gouvernement prépare à midi et donne à manger à tous les Togolais ou bien le soir? Mais qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour éviter qu'on ait ces spectacles-là? Justement, vous savez, moi j'aime le dire très souvent, pour qu'une société soit homogène, il faut automatiquement 3 classes. La classe bourgeoise qui soit un peu minime, la classe prolétaire, certes, peut-être relativement minime, mais une grande classe moyenne. Et quand il y a cette catégorie de citoyens, c'est ça qui rend la société homogène. Sauf que la réalité chez nous au Togo, c'est qu'on n'a que 2 classes. Soit vous avez ou vous n'avez pas. Et quand ça est comme ça, et qu'il n'y a pas au-delà de ça aussi, ce qu'on dit généralement, la Constitution même le dit clairement, que les dirigeants doivent travailler à une certaine, comment ça se dit, une répartition des ressources du pays. Mais à ce jour, demandons-nous si ces principes-là sont respectés. Et c'est ça qui conduit justement à ce summum de paupérisme qu'on a atteint. Parce que, voyez-vous, vous l'avez dit, les Togolais ne sont pas encore fous. Même on a faim, certes, mais lorsque tu trouves de la nourriture au dépotoir et que tu te bagarres avec ton prochain pour s'en accaparer, c'est que l'heure est grave. Et les dirigeants, j'estime qu'on n'a pas besoin de grands intellectuels pour leur prouver que ce qui vient de se passer révèle un échec de notre gouvernance. Maintenant, c'est déjà passé. Vous avez posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que c'est la bonne question aujourd'hui. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord de permettre aux Togolais de manger à leur faim. Je crois que c'est le premier défi à relever. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas préparer et partager dans différentes maisons de la société. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, c'est de lutter contre la corruption. C'est de lutter pour la bonne gouvernance. Et quand ça est comme ça, je crois que les Togolais qui sont là, que ce soit fonctionnaire ou celui qui est dans le secteur privé, il sait qu'à la fin du mois, il aura ce qu'il faut pour le rendre digne. Et après ça, mais ça va circuler dans la société. Mais quand on va rester comme ça, on est là, des gens pillent le pouvoir, on ne dit rien, et c'est un cycle infernal. Ça commence, ça prend fin, ça recommence, mais à la fin, on aura toujours cette bourgeoisie énorme contre la grande partie des Togolais qui sont dans la classe, qui ne trouvent rien à manger. Et donc, pour moi, le vrai défi à relever par les gouvernants aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'argent que les gens pillent de gauche à droite, qu'on s'emploie plutôt à sauver cette manne-là au profit des Togolais qui souffrent à trouver le repas quotidien. C'est de ça qu'il est question. Et je crois que si on a la volonté, on va le faire. C'est pas sorcier. On peut le faire parce que Dieu seul sait. Quand on prend même les marchés publics, tout le monde sait. Vous voyez, je me rappelle du regretté ministre de l'enseignement primaire et secondaire qui Maganawe, Florent. À un moment donné, il avait pris de la peine de contrôler tous les bâtiments scolaires qu'on construisait à l'époque sur appel d'offres. Mais Grand a été notre surpris de constater qu'on a carrément détruit beaucoup de bâtiments parce qu'ils ne répondaient pas aux normes requises. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on a fait aux entreprises, tout ça? Mais l'idée derrière, c'est qu'on met l'argent de côté pour rendre un travail pas efficace. Et donc, si on s'attaque justement au marché public, par exemple, et veiller à ce que les choses soient bien faites, je crois qu'on éviterait d'avoir des gens qui courent derrière l'argent public et rendent un travail médiocre pour se mettre plein dans la poche pendant que les Togolais en souffrent. Bien, ce qu'il veut faire, oui, mais le chef de l'État a lui-même dit déjà, il a déjà fait ce constat, ça fait plus de 10-12 ans qu'une minorité s'accapare des biens du pays pendant que la grande majorité plonge sous le poids de la misère. Je répète encore, ce qui s'est passé la dernière fois, si c'était 2, 5, 10 personnes, on peut dire, bon, c'est des gens, oui, ils n'ont pas réfléchi, mais cette foule-là, mais ça veut dire qu'un sérieux problème se pose au Togo. Ce qu'il faut faire, c'est d'humaniser un peu plus la gouvernance. Humaniser un peu plus la gouvernance, que la gouvernance se soucie davantage de l'humanité, du citoyen.
Et plutôt qu'une gouvernance un peu pour les gens de haut, il faut qu'on descende le pouvoir vers les Togolais en bas. Et donc, si on veut véritablement descendre le pouvoir vers le bas, et que le citoyen peut voir n'importe qui, l'autorité et tout ça, tous les jours, les autorités sauront véritablement ce qui se passe dans le pays et pourront formuler les projets qui répondent véritablement. Il y a eu un programme d'urgence pour la région de Savane. On peut avoir des programmes dans ce sens-là. Et ça, pour dérouler des programmes de ce genre, c'est ce que Magloire est en train de dire, moins de corruption, plus de l'efficacité dans l'exécution des marchés publics d'un certain nombre de projets. Et si on a assez de ressources, Dieu seul sait combien l'OTR, avec la pression fiscale, voilà, naturellement, on trouve, on pourra naturellement permettre à ce que la gouvernance soit un peu humaine. Et puis aujourd'hui, si le maïs on est en octobre, si le maïs déjà se vend par endroit à 1200, 1300, et que le bol du haricot est à 3500, à 4000 par endroit, imaginez si on arrive en décembre où le maïs, les choses là vont commencer à diminuer. Mais c'est naturel, si demain on va déverser encore du riz quelque part, déjà ils vont même ramasser, même des gens de la famille des ministres. Bien. Actualité à présent, juste un petit mot là, mais avant de dire ce petit mot, Nani Vigilakou nous rappelle quelques faits marquants de la semaine. Bon, nous allons rapidement dire, je vous passe les questions, une question à Magloire, une question à Didier. Alors, Didier, voilà, des manifestants dénoncent l'orpaillage illégal au Ghana, et puis ils demandent aussi, ils réclament aussi la libération des manifestants qui protestaient contre les conditions dans lesquelles vont être organisées la prochaine présidentielle. Alors, ce problème, c'est d'abord la corruption. Il est vraiment loin le temps où Gigi Ronlis avait quand même mis les Ghanéens au pas par rapport à ce fléau-là. Non, je crois que l'administration de l'actuel président Nana Akufo-Addo a fait perdre ce privilège-là au Ghana, ce Ghana rayonnant au plan démocratique, ce Ghana rayonnant au plan économique. Et aujourd'hui, le Ghana est pratiquement à terre. Même l'influence est à un niveau très élevé. Moi, je connais des jeunes Togolais qui travaillaient jusque-là au Ghana, mais qui sont tous retournés au pays parce que l'argent n'est plus rien. Tout est à terre. Et aujourd'hui, quand les Ghanéens ne vont pas manifester tout ceci, ça renvoie un signal clair. Et vous imaginez que même le Grand Ghana n'a pas à ce jour un stade homologué pour accueillir les Plastar. Comment on peut dire, il y a 10 ans, on ne peut jamais dire ça. Le Ghana qui a déjà accueilli une CAN, dire que le Ghana n'a pas un seul stade homologué, c'est maintenant qu'on essaie de voir si, parce qu'on a entre-temps s'est replié sur le Togo qui aussi a décliné cette demande du Ghana. Mais ça voudra dire tout simplement que l'administration, comment il s'appelle, Nana Akufo-Addo, vraiment a été l'exception dans la gouvernance du Ghana ces dernières années. Mais une chose encore sur le Ghana, il ne se représente pas pour un troisième mandat. On dirait que ça c'est déjà la tendance est ancrée. Ça c'est acquis. Au Ghana c'est acquis depuis. Voilà. Et donc ce n'est pas non, ce n'est pas une création de sa part. Question à Didier, au Sénégal, Macky Sall est désigné comme on appelle la tête de liste d'une coalition de l'opposition pour les futures législatives. Et encore une fois, il aura en face de lui une coalition dirigée par Sonko. Et on dirait que Macky Sall rêve de revanche. Mais le fait de revenir très tôt devant la scène politique, est-ce que ça ne l'expose pas des coups? Et on dirait, je ne sais pas ce qui prend des fois nos hommes politiques. Il n'a pas pris du temps pour analyser la situation. Et donc Macky Sall, s'il a l'esprit revanchard, il va se faire battre proprement et il comprendra. Je crois que les dernières années de sa gouvernance n'ont pas laissé une bonne image de lui. Il aurait pu peut-être laisser le nouveau pouvoir l'exercer un peu pour que le nouveau pouvoir soit en difficulté avant de chercher à revenir sur la scène politique. Mais là, le pouvoir vient juste de s'installer. N'a pas encore pris de décisions, n'a pas encore provoqué la colère du peuple. Et naturellement, parce que Macky Sall s'était déjà fabriqué une majorité qui est mécanique, là il est parti, le pouvoir veut s'offrir une majorité, Macky revient
après cet tâtonnement et tout ce qu'il a eu à faire, les tueries et tout ça, il veut maintenant encore s'afficher devant les Sénégalais, alors que depuis qu'il est parti du pouvoir, il n'a jamais, il n'est même pas à Dakar. Comment comprendre que le PDS ait accepté que Macky Sall soit le porte-drapeau? C'est pour ça que je dis, des fois nos hommes politiques, devant des situations d'urgence, ne réfléchissent pas assez. Ils cherchent juste les moyens de bord pour pouvoir essayer de... Oui, Macky Sall, il a réalisé des choses, mais gagner à l'élection n'est pas seulement des réalisations. Qu'est-ce qu'il a eu à faire ces dernières années, autant de se faire vomir par les Sénégalais avant de quitter le pouvoir? Là, ils ont oublié. Et je crois, pour moi, c'est pas un bon choix. Macky Sall, sa personnalité, d'accord, mais peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, oui, mais là, c'est pas un bon choix. C'est trop tôt. Bien. Merci Didier Assoba, directeur du site d'information Togo Breaking News. Merci Magloire Teko, rédacteur en chef du